Merci de votre fidélité à MCR TV. Les titres du journal. Au sommaire du journal, qualification de la Moncha 1-0 devant Astanda, but marqué à la 51e minute par Benza. La Moncha passe au second tour contre les Soudanais le 7 mars. À suivre donc les réactions à chaud de Guy Blaise Mayolas, premier vice-président de la Fédération congolaise de football, et d'Eric Mwanda, président du club La Moncha. Une séance plénière hier lundi de la deuxième session ordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, ouverte le 12 février dernier. Ouvrons ce journal par la qualification de la Moncha au deuxième tour de la Coupe de la CAF cet après-midi au complexe sportif de Pointe-Noire. Les Congolais ont battu les Ivoiriens par 1-0. Le résumé de cette rencontre avec Saint-Cyr Mafta Paris. Après le match nul concédé à Abidjan lors de la manche allée des préliminaires de la Coupe de la CAF, le cercle sportif La Moncha a obtenu sa qualification devant l'Astanda au complexe sportif de Pointe-Noire. Dominé tout au long de la première période, l'Astanda s'est octroyé des occasions de but net non concrétisées jusqu'au terme des 45 premières minutes. Au retour des citrons, le cercle sportif La Moncha a pris l'ascendant dès la 6e minute par l'intermédiaire du porteur du dossard numéro 9 Benza qui de 40 mètres n'a laissé aucune chance au portier Sissé Adama qui n'a fait que constater les dégâts. Le but dans ce complexe sportif de Pointe-Noire. Oh là là, après avoir manqué les opportunités, le public peut exulter dans ce complexe sportif de Pointe-Noire. Et le président Eric peut se lever pour applaudir ses poulains. De la 51e minute au coup de sifflet final, le score est resté inchangé. La joie des uns et la désolation des autres. Une grosse déception parce que ce soir on est éliminé. Donc c'est forcément une grosse déception pour nous. On était venu chercher une victoire, mais même un match nul à 1, on était qualifié, bon, on n'a pas pu. Une équipe joueuse, une équipe ambitieuse aussi, et qui a mérité sa victoire quand même. Parce qu'elle avait l'envie de gagner. Elle a cherché sa victoire, donc c'est mérité. J'avais une équipe très jeune qui perdait ses moyens quand elle se retrouvait contre un adversaire coriace. Et c'est ce qui s'est vu cet après-midi en première mi-temps. On a essayé de reculer et laisser le ballon à l'adversaire. On bâtit son équipe par rapport au plan de jeu qu'on met en place. Je pense que j'ai pas péché. Et après, à la mi-temps, j'ai fait les changements qu'il fallait faire. Vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas joué le même football et on a marqué rapidement et gagné ce match. Bon, après, chacun peut faire son constat et moi, je pense qu'il n'a pas manqué d'agressivité, d'autant plus qu'on a été solide défensivement. Offensivement, il nous a manqué une touche en première mi-temps, chose que j'ai eu à rectifier à la mi-temps, en sortant mes deux milieux de terrain, en faisant entrer des joueurs offensifs. C'est ce qui a payé cet après-midi. À mi-temps, parce qu'on est parti dans les vestiaires, le coach nous a parlé, il nous a dit. Moi, j'ai essayé de réunir tout le groupe pour dire que non, les gars, c'est le dernier match qu'on va jouer, donc on va donner à fond. Pour que dès qu'on rentre, il faut qu'on marque un but pour faire qualifier l'équipe. Cette qualification permettra ainsi au cercle sportif La Moncha de poursuivre la compétition le 7 mars prochain en recevant à Pointe-Noire Al-Ali Chandi et du Soudan. Du côté de La Moncha, ils ont été réalistes. Séance plénière hier de la deuxième session ordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, ouverte le 12 février dernier. Le point avec Alfred Bangat. Les distingués conseillers ont planché sur 7 points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière placée sous la direction de Jean-François Kando, honorable député, président du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire. Parmi ces points, examen et adoption du projet de compte-rendu des travaux de la séance plénière du 12 février 2018, examen et adoption du rapport de la commission environnement, santé et affaires sociales sur le projet de délibération instituant une journée de nettoyage de la ville. Examen et adoption du rapport de la commission équipement et travaux urbains sur le projet de programme annuel d'investissement, exercice 2018 et la délibération s'y rapportant. Aussi ont-ils examiné et adopté le rapport de la commission administration et affaires juridiques sur le projet de délibération autorisant le bureau exécutif du conseil départemental et municipal à conclure un contrat de prestation financière avec le cabinet d'études et de conseil GIPS Consulting Sarl sur la maximisation du potentiel fiscal et parafiscal de la ville de Pointe-Noire.
Signalons aussi que le site web de la mairie de Pointe-Noire a été présenté à l'Assemblée locale par les membres de la commission informatique pilotant le projet Pointe-Noire numérique qui compte déjà 1 millier de visiteurs. Pointe-Noire aujourd'hui devient visible sur le plan international parce que lorsque nous allons tenter de faire des jumelages, pendant que vous êtes en train de parler avec votre interlocuteur qui est un Européen, lui il est en train de zapper sur le net, en train de rechercher où se trouve Pointe-Noire. Et avant ce site, lorsqu'on tapait Pointe-Noire, on retrouvait le Pointe-Noire des Antilles. Aujourd'hui, on peut retrouver le vrai Pointe-Noire, le nôtre, à travers ce site, qui est après tout un site perfectible. Là, nous posons les premières bases et il va s'améliorer au fur et à mesure que nous allons avancer. La clôture de la deuxième session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire interviendra ce mercredi 21 février 2018. Rappelons que la deuxième session ordinaire, dite budgétaire, du Conseil départemental du Kouilou s'est ouverte hier sous l'autorité de son président Alexandre Mabiala. Reportage de Jérémy Bakwa. Attentivement. Res non verba, telle est l'expression latine signifiant des réalités, non pas des mots, que l'on peut lire au bas de l'écu du Conseil départemental du Kouilou, ayant commencé les travaux de sa deuxième session ordinaire dite budgétaire ce lundi 19 février à Luango. La salle de conférence de la préfecture du Kouilou était déjà occupée par les distingués conseillers et autres autorités civiles et militaires selon leur ordre de préséance, quand l'honorable Alexandre Mabiala, président du conseil départemental du Kouilou, est entré dans la dite salle accompagné du préfet du département du Kouilou, Adondi Bouilou. La cérémonie ayant été circonscrite par le modérateur, elle a consisté dans 2 étapes essentielles. Dans la première étape, le secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Kouilou, Amédée Kilouemba, ayant rappelé la vocation du conseil, celle d'œuvrer pour le bien-être des mandants, a rendu public les 10 affaires à examiner au cours de cette session ordinaire dite budgétaire. En voici un extrait. Distingués conseillers et chers collègues, mesdames, messieurs, notre détermination à œuvrer davantage pour le bien-être de nos mandants n'est pas une équivoque et encore moins une chimère. Sa mise en œuvre se traduit ici par le caractère ambitieux du menu de notre session qui sera essentiellement fondé sur les documents d'expression de notre action. Cela au regard des affaires inscrites à son ordre du jour. Je peux citer. Affaire numéro 1. Examen et adoption du projet de budget définitif exercice 2018. Affaire numéro 2. Examen et adoption du projet de délibération portant adoption du budget primitif exercice 2018. Affaire numéro 3, examen et adoption du projet de compte administratif, exercice 2017. La deuxième étape a consisté dans une communication pertinente de l'honorable Alexandre Mabiala, président du conseil départemental du Kouilou. À cette occasion, il a rappelé les actions menées par le bureau exécutif du conseil départemental à l'intercession en étroite collaboration avec le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, ainsi qu'avec la préfecture de la dite localité. De même, ce dernier a bien voulu citer en ces termes les défis de 2018. En cette nouvelle année, nous allons entre autres relever les défis suivants. Rétablir la circulation entre le village du Kalou et le village de Ménin dans le district de Manimoukay avec la reconstruction du pont de Lungi et la réhabilitation de cette route. La construction d'un bâtiment R+1 avec salle de conférence à Luango qui servira de siège provisoire du conseil départemental du Kouilou. L'implantation des aires de stationnement dans le département du Kouilou. La création d'un cimetière départemental au Kouilou, l'aménagement d'une décharge départementale au Kouilou, la création de carrières de matériaux de construction, la réhabilitation de la route Mengo-Diosso dans le district de Luango.
Ayant loué les efforts du gouvernement dans l'observation des réformes engagées en harmonie avec le FMI, il a aussi encouragé le gouvernement pour la signature d'un accord de cessation des hostilités avec les Nigérians Silulu du pasteur Toumi. Le président du conseil départemental du Kwilu, l'honorable Mabiala, a aussi insisté sur le concept de la rupture en évitant la confusion avec la crise économique. De suite, il a déclaré ouvert ses travaux de la deuxième session ordinaire dite budgétaire en ces termes. Tout en souhaitant plein succès à nos assises, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire budgétaire du conseil départemental du Kwilu. Je vous remercie. Cette session dite budgétaire qui durera 10 jours prendra fin probablement le 1er mars. Vous avez sans doute reconnu le timbre vocal de Guy-Serge de Mwanza. Parlons à présent des ronds-points de la ville qui deviennent de plus en plus des lieux d'attraction pour les citoyens. Une question reste cependant posée. Et ces lieux garantissent-ils la sécurité de ceux qui les fréquentent? La réponse dans ce reportage de Lucie France Pouma. Lorsqu'on circule dans la ville de Pointe-Noire, on constate que quelques ronds-points ont été embellis, d'autres non seulement embellis, mais on y a installé des bancs publics, où chacun vient pour y prendre de l'air. Intéressant comme initiative, mais seulement un souci pressant se pose pour la sécurité de ceux qui passent leur temps sur ces bancs. Sont-ils en sécurité et à l'abri des accidents? Le rond-point est un sens gératoire, c'est-à-dire que tout chauffeur de véhicule à ce niveau doit ralentir selon le code de la route. D'où il serait difficile qu'à cet instant qu'il y ait un accident qui se produise jusqu'à aller heurter les gens assis. Et les trottoirs ont été également conçus selon les normes, juste pour éviter des éventuels incidents. Suivant le maire de l'arrondissement numéro 1 Lumumba, Pierre-Albert Victor Bayonne. C'est un lieu public, donc les citoyens trouvent un temps pour se reposer en s'asseyant sur ces bancs. Mais quand je prends le cas du rond-point appelé autrefois rond-point Lumumba, actuellement place de la République, vous voyez, nous avons tenu compte de cet aspect en demandant aux constructeurs d'augmenter la hauteur du trottoir. Vous voyez bien que le trottoir est vraiment très élevé et ça m'étonnerait qu'un véhicule puisse monter sur ce trottoir-là. Sinon, il va casser certainement ses rotules et tout, mais il n'aura pas la possibilité de monter sur ce rond-point. Nous avons augmenté donc la hauteur. Justement, on a tenu compte de cet aspect pour sécuriser tous ceux qui pourraient utiliser ces bancs pour se reposer. Pour ainsi dire, les ronds-points qui sont des points de loisirs ne doivent pas inquiéter la population, car toutes les dispositions ont été prises. Mais toutefois, la vigilance doit être de mise. La dissolution de la SNE sur décision du gouvernement était hier au centre d'une réunion du directoire de cette société avec les agents de Pointe-Noire. Les précisions avec Furon Oumarou. Tenue à huis clos, cette réunion a permis au directoire de plancher sur les effets produits par la décision de la dissolution de la Société nationale de l'électricité qui a eu deux effets majeurs, faisant l'objet de la réunion de ce lundi 19 février 2018. En premier, la démoralisation des agents de la SNE. Le premier, c'est nous avons constaté une démoralisation de nos collègues salariés de la SNE. Et le deuxième, c'est le comportement quelque peu incivique de certains des consommateurs de l'électricité. En interne, nous avons donc obligation de rassurer nos collègues, tel que cela a été dit dans le compte rendu du Conseil des ministres, pour que chacun travaille comme d'ordinaire. Sinon, au besoin, redouble d'efforts pour que l'électricité arrive chez nos consommateurs. Vous savez que l'énergie électrique est l'un des rares produits, sinon à notre connaissance le seul produit de forte consommation qui est consommé à l'instant même qu'il est produit, qu'il est fabriqué. C'est-à-dire que nous ne devons pas abandonner les usines, nous ne devons pas abandonner les postes de transformation, nous ne devons pas abandonner le réseau. Nous devons être présents 24 heures sur 24 comme l'exige notre métier. Et par conséquent, nous devrons facturer l'énergie qui est consommée par les clients.
En second lieu, le comportement incivique des consommateurs de la SNE. Naturellement, le gouvernement a pris la décision de dissoudre la SNE, mais le service public de l'électricité fonctionne. L'électricité arrive à nos maisons et comme le veut la règle, la contrepartie de la consommation de l'électricité devrait être payée par celui-là qui la distribue. Et celui qui la distribue aujourd'hui, c'est la SNE. Et que ces comportements pervers qui consistent à ne plus recevoir dans nos maisons les agents de la SNE qui viennent faire leur travail, qui viennent sécuriser nos installations, ne sont pas de nature à améliorer nos prestations. Sur le sort des tâcherons, le directeur général président du directoire, Louis Kanoa Elenga, a dit ce qui suit. Le code du travail de notre pays, à ce que nous le sachions, n'évoque nulle part des tâcherons. Il y a les travailleurs permanents, il y a les travailleurs temporaires, c'est-à-dire ceux-là qui ont un contrat à durée limitée avec l'employeur. Mais le tâcheron n'a nullement de contrat avec l'employeur, donc il n'est pas reconnu par le Code du travail. Madame, les tâcherons pour lesquels vous vous préoccupez sont considérés par nous comme ceux-là qui créent le désordre de notre réseau. Au cours de cette réunion, le directeur général président du directoire, Louis Kanoa Elenga, n'a pas manqué de rassurer, de conscientiser, d'encourager les agents de la SNE afin que chacun redouble les efforts et travaille comme d'ordinaire, tel qu'il a été dit dans le compte rendu du Conseil des ministres. Interruption volontaire ou involontaire d'une grossesse, l'avortement est-il autorisé par la loi en République du Congo? Allons savoir dans ce reportage de Saint-Cyr, Mafouta Paris. Au Congo-Brazzaville, les femmes en grande majorité font recours à la pratique frauduleuse de l'avortement et cela dans la clandestinité. La loi interdisant la pratique dans le pays. Cette pratique gynécologique est exécutée par certains médecins. Ils estiment qu'il faut aider les femmes qui ont bien des raisons pour évacuer leur grossesse. Le docteur Jean-Claude Ntsemi parle de cette pratique. Non, attention, c'est l'interruption volontaire qui est interdite. Mais pour des raisons thérapeutiques, le médecin est dans l'obligation de faire une interruption. Donc il faut faire la nuance des choses. Donc, grossesse pour des raisons médicales, le médecin pratique l'interruption, mais pour des raisons volontaires, c'est ce qui est interdit. Donc il faut faire la nuance. Le médecin pratique quand la vie de la femme est en danger. Souvent, il est obligé de pratiquer l'interruption de la grossesse. Il y a aussi des raisons d'éthique. Par exemple, une femme pour viol, ça c'est question d'éthique maintenant qui se pose. Par exemple, la dame a été violée et elle est enceinte. Doit-elle garder cette grossesse ou pas? Alors ça c'est des questions d'éthique qui peuvent intervenir où l'on peut être amené à pratiquer une interruption. La suppression volontaire d'une vie humaine dans la période qui s'écoule de la conception à la naissance entraîne très souvent des difficultés, des multiples conséquences et des solutions, a dit le médecin. Qu'il peut y avoir les complications, je vous les ai citées, les complications immédiates, il peut y avoir une perforation. Donc la dame se retrouve dans un tableau de péritonite parce qu'on a perforé l'utérus qui s'est installé. Au lieu de faire l'interruption comme telle, mais il y a eu des cas comme ça qu'on nous a raconté. La curette, au lieu de ramener les débris placentaires, c'est maintenant, soit c'est le côlon qui se retrouve dans les parties génitales de la dame. Et normalement, c'est le procureur de la République. C'est le procureur de la République qui doit autoriser qu'on fasse une interruption. Dans tous les cas, les méthodes d'avortement ou IVG ont des conséquences graves sur la santé pouvant entraîner à la stérilité. Le corps médical pense que de nos jours, la loi devrait évoluer en ce domaine.
Ainsi se referme ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de MCR TV.